Anne Niva, bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivaine, vous avez vécu 10 ans en Russie, vous y retournez très régulièrement, vous connaissez très bien ce pays. C'est sans doute votre premier ou votre second pays, je ne sais pas, vous nous direz. Premier. Ah oui, c'est le premier pays. Et vous publiez un livre titré « Un continent derrière Poutine ». On va en parler. Livre qui a été décliné sous forme de documentaire qui vient d'être diffusé. Ce livre, c'est une traversée de la Russie. On va en parler. Clémentine Fauconnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences politiques, rattachée aux séries Sciences Po. Vous avez fait votre thèse de docteur en sciences politiques sur Russie Unie qui est donc le parti présidentiel, le parti de Vladimir Poutine. Alors, est-ce que le score de Poutine ce dimanche 18 mars, donc 76% des voix et 67% de taux de participation, c'est un vrai succès, c'est le meilleur score de Poutine lors d'une élection présidentielle. Succès attempéré avec les nombreuses accusations, souvent très documentées, de fraude, de participation encouragée, voire forcée. Enfin, un succès, si on considère ces chiffres. Est-ce que ce score démontre l'emprise grandissante, justement, de Russie Unie, du parti présidentiel, un peu comme, je dirais, l'ex-parti unique, le parti administration? Alors je dirais que c'est plutôt l'inverse. L'un des traits marquants de cette campagne, c'est que Russie Unie en a été complètement exclu et complètement marginalisé. L'un des grands moments du démarrage de la campagne de Vladimir Poutine, c'est quand il a annoncé lors de sa conférence de presse qu'il se présenterait en tant qu'indépendant. C'est le seul candidat sur les 8 à s'être formellement présenté comme candidat sans étiquette. Donc c'est évidemment très paradoxal quand on pense que Russie Unie, depuis 2001, le soutient et lui octroie une majorité écrasante à tous les niveaux du pouvoir. Donc ça, c'est le premier trait très important, mais qui est, je dirais, dans la continuité de sa stratégie depuis le début, qui est de se présenter comme étant au-dessus des partis. Et d'ailleurs, régulièrement, il est invité à prendre sa carte à Russie Unie et régulièrement, il refuse. Donc c'est une espèce de rituel comme ça qui est mis en scène régulièrement. Sauf que là, c'est la première fois qu'il se présentait sans étiquette, alors même que Russie Unie dispose des 3/4 des sièges à la Douma. Et de même, pendant la campagne, Russie Unie a été absent. Vous l'analysez quoi? Comme un plébiscite de la personne? Un plébiscite de la personne, de très grande capacité de mobilisation administrative et non partisane. Ça, on va en parler. Et puis, quand même, sans doute, un effet Crimée qui l'a fait changer de stature et qui a eu un effet sur sa cote de popularité qui était un petit peu en descente depuis 2009-2010 et qui a permis une mobilisation très importante. Sachant que ce 18 mars était l'anniversaire du référendum, même si ce référendum n'est pas reconnu internationalement, du référendum par lequel la Crimée a été rattachée, on va dire annexée, à la Russie. Anne Niva, vous avez fait le choix de vous mettre loin de la politique, loin de Poutine, et de nous offrir une traversée de la société russe. Oui. Alors, vous refaites l'itinéraire qu'avait fait Alexandre Solzhenitsyn en 1994 quand il retourne en Russie, c'est-à-dire, il retourne d'exil aux États-Unis, qu'il décide de retourner en Russie, c'est-à-dire que vous partez de Vladivostok, au bord du Pacifique, et que vous allez jusqu'à Moscou, pas toujours en train, en voiture, jusqu'à Saint-Pétersbourg. Parce que volontairement, je ne suis pas passée à Moscou. Voilà, exactement, jusqu'à Saint-Pétersbourg. Bon. Ce que vous voyez de cette société, ce qu'on a vu dans ce court extrait, c'est finalement une société qui veut se tenir à distance de la politique et qui regarde ça de très loin. Je crois que c'est la façon qu'ont les Russes, après 18 ans finalement, de cette domination, non pas vraiment de Russie Unie, comme vous venez de le dire, mais effectivement de la personnalité de Poutine, qui d'abord a utilisé Russie Unie pour ensuite faire celui qui n'avait pas besoin de Russie Unie et d'être au-dessus, etc. Et ça, je pense que c'est une façon aussi de montrer à l'Occident qu'il n'en a pas besoin, il n'a pas besoin du système de partis. C'est une façon de montrer que les Russes ne sont pas dupes, ils ne sont pas aveuglement, tel un seul homme, comme ça le serait dans une dictature plus classique, derrière Poutine. Dans mon livre et dans mon film, j'ai mis un point d'interrogation, un continent derrière Poutine. Il faut aller voir. Et moi, ce que j'ai trouvé, ce sont des Russes qui, avec beaucoup, je trouve, d'humilité, racontent comment ils vivent dans cette Russie que finalement on a du mal à appréhender ici en Occident.
comment ils ont subi ces années Poutine, comment ils ont grandi sous Poutine, comment ils se sont développés sous Poutine, comment ils réussissent à faire leur vie avec Poutine, mais d'une certaine façon aussi sans Poutine, donc sans la politique, puisque comme c'est tout le temps Poutine, c'est plus ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, ce sont des soucis extrêmement pratiques de comment vivre bien, comment acquérir une nouvelle télévision, comment ne pas perdre son job, comment pouvoir trouver de l'argent pour aller se payer des vacances, par exemple en Chine à côté, pour ceux qui sont en Extrême-Orient. Ceux qui sont en voilà, Extrême-Orient, ça c'est les soucis de la classe moyenne russe aujourd'hui. Mais alors justement, vous rencontrez un jeune homme à Vladivostok, et Vladivostok, il faut quand même préciser que c'est une banalité, mais c'est très, très, très loin de Moscou. Ah, très, très loin. On est presque dans un autre monde. On est à plus de 8000 km de Moscou. On a fait 8 heures d'avion. Dans des environnements culturels quand même très différents. Le Japon est juste là, la Corée est là, etc. Donc vous racontez par exemple dans une autre ville, à Khabarovsk, si je ne me trompe pas, une professeure de français qui ne peut plus enseigner le français. À Birobidjan. Dans le Birobidjan. Puisque tout le monde apprend le chinois, évidemment. Les Chinois sont juste effectivement, le là. recteur de l'université a supprimé l'enseignement du français alors qu'elle était prof depuis plus de 10 ans. Et parce qu'il dit, et ce que les étudiants disent, c'est plus la peine d'apprendre le français. De toute façon, en France, on n'ira jamais, c'est trop loin. Voilà. Donc ils apprennent le mandarin, le chinois, le coréen. Alors cet Extrême-Orient russe, il est vraiment très très loin du pouvoir central. Oui. Et vous rencontrez un jeune homme qui, à Vladivostok, vient d'ouvrir un magasin de bande dessinée. Oui. Et lui, alors la politique ? Ah bah il en est loin, et Sacha, il en est loin de la politique. Lui, il est dans le monde de la BD. D'abord, c'est très étonnant qu'il ait eu envie d'ouvrir ce magasin de BD parce que on n'est pas à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Donc, je voulais en cela aussi montrer qu'il y a d'autres villes en Russie qui sont globalisées, qui se modernisent. Il faut cesser un petit peu les stéréotypes comme ça sur la Russie. Il y a beaucoup de textes Marvel, toutes les BD américaines sont traduites en russe aujourd'hui, et il commence à y avoir aussi de la BD russe. Ça, c'est très intéressant. Donc, il est dans son monde. C'est un geek qui dit quand même quelque chose. Alors, quand je l'ai interviewé, on était dans sa librairie. Un samedi après-midi, il y avait des clients qui passaient, qui sortaient. Il était quand même assez gêné pour parler. C'est vrai que je me suis dit après que j'aurais pas dû poser ma caméra là, parce qu'il parlait dans un filet de voix. Et il dit quand même qu'il aimerait bien avoir le choix. Qu'il l'a pas, et qu'il aimerait bien quand même qu'on puisse avoir une vraie bataille contre la corruption. Il le dit à mi-voix, mais il le dit quand même. Et lui, il a 25-26 ans. Il n'a pas 17-18 ans. 17-18 ans, c'est ces jeunes qui ont l'âge de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir. Ceux-là, ils disent les choses encore plus clairement. Et ceux-là, on ne leur donne pas beaucoup la parole aujourd'hui. Ils l'apprennent quand ils descendent dans la rue, notamment à l'appel d'Alexei Navalny, cet opposant blogueur. Mais je pense que les jeunes Russes vont de plus en plus à l'avenir s'exprimer, et ce qu'ils vont dire va nous étonner, parce que ça sera moins sous la pression de toutes ces années de bouleversements soviétiques et post-soviétiques qui font que les Russes se sentent presque obligés de voter pour Poutine, puisqu'ils n'ont pas d'alternative à Poutine. Clémentine Fauconnier, vous avez donc beaucoup travaillé sur Russie Unie. Vous me dites que Russie Unie n'est à peu près pour rien dans le succès de Vladimir Poutine. Mais ce que vous documentez dans vos travaux de recherche, c'est quand même comment Russie Unie, d'abord, se structure en véritable parti, en regardant certains partis conservateurs européens, et puis comment, dans une certaine tradition soviétique, c'est aussi comment dirais-je, le parti de l'administration. C'est le parti qui permet d'accéder aux directions administratives, d'accéder aux administrations municipales, d'accéder aux mandats électifs. Donc, qu'est-ce que ce parti porte du passé soviétique, selon vous ? Ce qu'il porte du passé soviétique, c'est une certaine culture à l'intérieur du parti, qui est une culture de l'unanimisme, qui fait que les discussions en interne sont assez difficiles, que l'organisation est extrêmement hiérarchique. Et moi, je dirais qu'entre l'héritage soviétique et Russie Unie, il y a plutôt des discontinuités. Oui. Le pouvoir, clairement, aujourd'hui en Russie, se situe au niveau des administrations.
pas du tout au niveau de Russie Unie, qui a un pouvoir assez faible, y compris pour les nominations dans les différents postes, y compris dans les nominations aux postes électifs. C'est-à-dire, c'est très paradoxal d'ailleurs, c'est-à-dire que depuis 10 ans, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place, des primaires, en russe, qui en bon russe se disent primaries, donc avec, vous voyez la référence à l'anglais quand même, c'est bien pour montrer. Et là, ils aussi, se sont inspirés des partis européens. C'est un enjeu de légitimation, l'Occident est un enjeu de légitimation paradoxalement très important en fait, y compris dans Russie Unie. Et donc ces fameuses primaires, il y a des vraies compétitions avec des candidats qui se prennent au jeu, qui investissent parfois beaucoup, sauf que les listes définitives sont établies par l'administration présidentielle. Voilà. Donc ça montre bien la très grande tension qu'il y a entre la volonté de créer un parti, y compris de faire ce qui semble évident, que le parti puisse choisir lui-même ses propres candidats aux fonctions électives, mais en fait, pour l'essentiel, les décisions se prennent au niveau des administrations et l'administration présidentielle. Mais alors, on est vraiment dans cette verticalité du pouvoir qui est maintenant, j'allais dire, totalement installée, ce qui n'était pas le cas encore il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, quand justement les administrations régionales restaient relativement autonomes, en particulier quand on parle de la Sibérie, de l'Extrême-Orient. Bon, il y avait quand même des marges de manœuvre, des libertés relatives par rapport au centre de Moscou. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors ça, c'est une question qui est très difficile et qui est très intéressante. C'était en effet le très grand enjeu, le très grand chantier, le premier de Vladimir Poutine, qu'il a annoncé dès le début des années 2000 et qu'aujourd'hui il considère comme acquis. Donc je dirais, du point de vue de la façade, effectivement, on a l'impression qu'il y a une verticale du pouvoir aujourd'hui qui fonctionne tout à fait du haut vers le bas. C'est une façade. Après, c'est beaucoup plus difficile. Sans doute que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a aussi des compromis locaux qui sont passés. Sans doute, mais en tout cas, c'est de moins en moins visible. Voilà, ça se voit moins institutionnellement. Alors, on a publié, sous la plume d'Agathe Duparc, la semaine dernière, une série de reportages au Tatarstan, quand même grande république russe, république musulmane d'ailleurs, grande ville qui s'est extrêmement modernisée, Kazan. Et lui, le président du Tatarstan, avait déjà donné le résultat il y a un mois et demi. Bien sûr. Avait dit plus de 80% des électeurs du Tatarstan ont déjà fait leur choix. Et effectivement, on a regardé les résultats lundi, 82% des électeurs tatars. Il y a la Tchétchénie aussi. Hein. Alors, il y a la Tchétchénie, ont voté pour Poutine. On a envie de dire comment est-ce possible et c'est quoi ce qu'on appelle ces fameuses ressources administratives? Comment ça fonctionne? La ressource administrative, ce sont des capacités à mobiliser notamment les électeurs en période d'élection, c'est-à-dire par exemple les entreprises qui sont proches de l'État, les fonctionnaires, d'exercer un certain nombre de pressions. Enfin, c'est un petit peu la politique de la carotte et du bâton, soit des pressions, soit des incitations sélectives pour leur dire il faut aller voter. Sous-entendu, il faut aller voter pour Poutine, mais souvent, on n'a même pas besoin de le dire. C'est il faut aller voter, et on le saura si tu n'y es pas allé. Voilà. Donc, en gros, les administrations, les entreprises, les résidences universitaires où habitent les étudiants, etc. Voilà. Et c'est plus ou moins développé, avec plus ou moins de capacité à le faire, souvent traditionnellement, dans les républiques comme le Tatarstan, la Tchétchénie aujourd'hui, etc. Depuis le début des années 90, il y a déjà ces savoir-faire qui sont mis en place depuis très longtemps. On parle les listes, hein, par exemple, ça se fait fréquemment d'emmener les personnes en bus, hein, tôt le matin, on l'a vu encore dimanche dernier, hein, de comparer les listes des étudiants sur donc, les listes électorales et ensuite les listes des examens. On leur fait sous-entendre quand même certaines choses. Ça, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais ça continue. Ça continue et ça continue à faire peur. Et ça continue à grande échelle. Parce que nous, on avait connu dans les années 90 où, par exemple, des entreprises liées à des administrations, chaque département avait son objectif de vote. Il devait produire tel vote. 60, 65, 55%. Sous Yeltsin, c'était un peu plus contesté. Et il y a une surenchère, là, je dirais, entre justement ceux dont vous parliez, ces leaders régionaux. Qui sera le plus loyal à Poutine ? Et là, évidemment, Ramzan Kadyrov, en Tchétchénie, depuis qu'il est au pouvoir, d'ailleurs grâce à Poutine, bien sûr, met un point d'honneur à être toujours celui qui obtient le plus de voix. 110, 115%, non voilà. Oui, à peu près, oui. Anne Niva, dans cette traversée de la Russie, qu'est-ce que vous avez découvert d'autre dans cette relation à la politique? Est-ce que c'est que de la distance, c'est que de la lassitude? Est-ce qu'il y a de la peur? Ah oui, il y a de la peur. Il y a de l'anxiété.
Il y a franchement de l'anxiété. Une anxiété de quoi? De répression ou l'anxiété d'une instabilité? De l'anxiété quant à une instabilité et l'anxiété quant à la possibilité, même si c'est une envie chez certains, d'une Russie sans Poutine. C'est-à-dire l'anxiété par rapport au lendemain, finalement. J'ai parlé à pas mal de sociologues que malheureusement, je n'ai pas pu mettre gardés au montage de mon film, mais qui me l'ont bien expliqué. Ça, un sociologue à Vladivostok comme un sociologue à Saint-Pétersbourg, ils ont dit la même chose. La société russe aujourd'hui a peur. Elle a peur de ne pas savoir comment le pays se développera, continuera à se développer, et s'il se développera sans guerre, et s'il se développera sans heurts, sans Vladimir Poutine. Donc, oui, mais alors, on vient de revoter pour Vladimir Poutine, donc on en prend pour 6 ans, et en même temps, on vote pour lui, mais on a peur de la Russie sans lui. Et ce que vous dites dans la préface du livre, vous dites Poutine a été absent et finalement peu mobilisé pendant cette campagne, et il a déjà perdu la main. Je pense qu'on va vers ça. C'est-à-dire, moi, j'ai senti une certaine lassitude de la part de Vladimir Poutine. Pour ceux qui l'observent depuis longtemps, le fait même qu'il n'ait pas fait campagne. En 2012, il avait fait campagne. Le fait même qu'il ait eu cette idée de se présenter en candidat indépendant, de ne pas utiliser parti uni. D'ailleurs, j'aimerais savoir votre avis sur comment a réagi le parti uni, le fameux parti uni. Je pense qu'ils ont été assez vexés, personne n'en parle. Mais ça montre aussi que... Et d'ailleurs, Ksenia Sobchak, qui est cette jeune femme de 36 ans, qui a obtenu 1,6% à peine, elle a dans l'intention de créer un parti. Mais Alexei Navalny, qui de toute façon ne s'entend pas du tout avec elle. Oui, ils ont clashé publiquement dès le lendemain. Terrible, absolument. Ils se sont dit leur cas de vérité et il fallait que ça sorte. Mais lui n'a pas du tout l'intention de créer un parti. Et de toute façon, il est connu et il continue son combat contre la corruption sans parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les partis en Russie? Le parti communiste n'est plus du tout ce qu'il était, etc. Donc on est arrivé au summum de ce système de la personnification du pouvoir par Vladimir Poutine. Effectivement, ça fait peur aux Russes, tout cela. Parce qu'ils se rendent compte que les partis ne fonctionnent plus, que les syndicats ne fonctionnent plus, qu'ils ne savent plus où ils vont, que leur économie dépend du cours du pétrole, etc., etc. Que leur pays est gigantesque, vaste, ça ils le savent mieux que nous. Et mon premier interlocuteur dans le film à Vladivostok, qui a travaillé à la mairie de Vladivostok, à l'architecture de la ville... Et qui est devenu architecte ensuite. Oui, dit qu'il a fallu 12 ans à Vladimir Poutine pour se rendre compte de l'immensité de son pays. Parce que c'est seulement en 2012 que Vladimir Poutine, une fois de plus cette verticale du pouvoir, est arrivé physiquement à Vladivostok plusieurs fois, parce qu'il y a eu ce sommet international de Vladivostok. Il a fait construire 2 ponts extraordinaires, dont un par une entreprise française, des ponts à haubans, le plus grand pont à haubans du monde. Il se trouve à Vladivostok aujourd'hui. Et ensuite, il s'est détourné de Vladivostok, Vladimir Poutine. Donc ce jeune homme qui me parle me dit, moi j'avais voté pour Vladimir Poutine, parce qu'en votant Poutine, je votais pour la ville de Vladivostok. Aujourd'hui, je ne voterai pas. Oui, mais alors on peut imaginer d'abord que la Constitution change et que Vladimir Poutine puisse faire un nouveau mandat présidentiel. Rien n'est à exclure. Mais on peut aussi imaginer, au vu du passé récent de ce pays, que l'appareil dont vous décrivez la puissance génère un nouveau candidat. Poutine, quand il est nommé Premier ministre à l'été 99, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. C'est vrai. Voilà, et il faut la guerre de Tchétchénie pour qu'il le mette en scène et qu'il lui donne cette popularité. Est-ce qu'un schéma de ce type, c'est-à-dire le sommet de l'appareil avec quelques oligarques produisant un candidat, ce qui a été le cas pour Poutine en 99, est-ce qu'un schéma de ce type pourrait aujourd'hui se reproduire vu le système politique russe? À mon sens, oui, on peut tout à fait l'imaginer, vu que ça s'est déjà passé en effet en 99-2000. Ça s'est un petit peu passé, même si on se doutait que Vladimir Poutine n'allait pas complètement disparaître en 2007-2008, quand Dmitri Medvedev est devenu président. Donc on peut tout à fait imaginer ce schéma de succession du pouvoir pratiquement de la main à la main, avec quand même des institutions qui sont assez fragiles, disons, s'il n'y a pas une forte personnalité pour les tenir et les utiliser, mais qui existent quand même et qui sont des instruments de pouvoir. Alors pour répondre à Aniva sur la question de Russie unie. Donc cette fois-ci, c'était à l'époque de ma thèse que j'ai vraiment fréquenté les gens de Russie unie. Là, je les ai moins vus cette fois-ci. Mais je me souviens très bien en 2011-2012 où déjà Russie unie avait été fortement marginalisée. Voilà. Les gens étaient dépités, mais alors
la culture partisane et je dirais politique est telle qu'il ne le disait pas dans un premier temps. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de mal. Il fallait vraiment que ce soit des gens que je connaisse bien, que j'ai des conversations quasiment personnelles avec eux, pour qu'au bout d'un moment ils me disent « Ah, cet été j'ai été très malade, que vous est-il arrivé? Écoute, j'ai été tellement déçue, etc. » Et là ils commençaient à parler. Voilà. Mais il fallait des discussions assez longues pour que l'expression de ce dépit, qui à mon avis est extrêmement grand, finisse par être exprimée. Et je pense que c'est encore pire cette fois-ci. Moi, je pense que si succession il y a, comme en 99, c'est-à-dire que Poutine se choisirait un successeur au moment où il le souhaite le plus opportun, c'est-à-dire, je ne sais pas si ça sera à mi-mandat, vers la fin du mandat, quand, etc., ça sera moins l'expression d'un parti, puisque effectivement il n'y en a pratiquement plus derrière lui, ni d'une oligarchie, mais de Poutine lui-même. C'est Poutine lui-même et Poutine seul qui choisirait éventuellement son successeur que personne ne connaît aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que lui-même ne le sait pas aujourd'hui, parce que lui-même ne sait pas s'il va faire ce mandat jusqu'au bout. Alors, Anne Nivak, donc vous avez vu plein de couches différentes de la société russe. Par rapport à la mise en scène et ce qui apparaît être le régime Poutine, c'est-à-dire un régime ultra-conservateur, ultra-nationaliste, orthodoxe, oui, patriote, vraiment vantant la grande Russie, et on a vu l'importance de la Crimée dans cette élection. Est-ce que la société est à l'image de ce régime ou est beaucoup plus prudente et critique par rapport à la mise en scène de ce nationalisme conservateur? La société russe n'accorde pas autant d'importance à cette mise en scène que nous autres en Occident, oui. Bien sûr, puisque pour les Russes, et c'est en cela que Vladimir Poutine et tout son système ont, d'une certaine façon, assez magistralement, ces dernières années, construit quelque chose. Le patriotisme, ils ont joué sur cette fibre du renouveau patriotique, de cette nouvelle puissance de la Russie, oui, puis il y a évidemment, tout un cadre idéologique comparativement à tout ce que les Russes pensent avoir perdu depuis la dislocation de l'URSS, fin 1991. Vous vous souvenez très bien que c'est Poutine qui a dit que la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, c'était la disparition de l'URSS. Et en cela, alors beaucoup de Russes pensent comme lui, même si ça ne veut pas dire que ceux qui pensent comme lui souhaitent, et Poutine lui-même, je ne sais pas pour Poutine, mais souhaite revenir à l'Union soviétique. Ça veut dire tout simplement que les Russes se disent « nous étions forts, nous comptions sur la scène internationale et avec Yeltsin, Boris Yeltsin, le prédécesseur de Poutine, nous n'étions plus rien. C'était le chaos. Non seulement il fallait que chacun se débrouille dans sa petite vie pour essayer de survivre, et d'ailleurs là je trouve que la capacité des Russes à rebondir... Il faut reconnaître qu'elle existe, et ça, j'ai bien aimé aussi le montrer dans mon livre et dans mon film. Donc ça, c'était Mais très... en même temps, ce qu'on voit, c'est une société bloquée. On parlait des jeunes. Bien sûr. La possibilité pour un jeune de créer, de percer, de réaliser son projet, etc., va se heurter à des murs infinis. Y compris administratifs, toutes ces lourdeurs, toutes ces pesanteurs, etc. Mais grâce à la globalisation, grâce à l'utilisation d'Internet, que les Russes aiment autant que nous, pour ceux qui ont accès à Internet, il y a tout ça. Cette Russie-là, elle existe aussi. Moi, je pense que plus on va avancer dans le temps, plus elle va remplacer, évidemment, la précédente. Mais en même temps... Celui qui est aux manettes aujourd'hui, avec ses sbires qui sont nombreux et qui n'ont pas du tout envie de laisser la place aux autres, c'est ceux-là qui aujourd'hui rendent cette société russe immobile. Mais moi, elle me paraît moins immobile qu'il n'y paraît, grâce à ces jeunes. Il y a une différence de mentalité gigantesque entre les moins de 25 ans, 20 ans, et ceux qui sont plus âgés, absolument. Alors, en même temps, Clémentine Fauconnier, ce qu'on avait vu en 2011-2012, c'est-à-dire de grandes manifestations à Moscou, du jamais vu, l'émergence soudaine d'une opposition politique, etc., tout ça a absolument disparu. Il reste quelques mobilisations autour de Navalny, mais ça va souvent dans des grandes villes de région, en Sibérie, etc., mais à Moscou, c'est tout de même à peu près silence radio. Toutes les oppositions ont été à peu près décapitées et mises sous contrôle.
Alors là, pour l'instant, c'est vrai que les élections se sont déroulées vraiment comme sur des roulettes. Après, je rappelle quand même que le taux de participation n'est pas si extraordinaire, finalement. Il est de 67%. Alors certes, on avait annoncé une catastrophe absolue et tous les moyens ont été mis en œuvre pour arriver à un score à peu près correct, mais ça veut dire qu'il y a quand même, malgré le matraquage absolu qu'il y a eu partout pour que les gens aient voté, il y a quand même 33% de la population qui ne s'est pas déplacée. Et sur ces 33%, il y a pratiquement, je pense, tout l'électorat libéral, démocrate, mécontent. Jeunes et urbains. Et souvent, jeunes et urbains. C'est des jeunes urbains. Oui. Après, ce qui s'est passé en 2011-2012, qui était particulièrement intéressant, c'est que, justement, ce que ça montrait, c'est que l'opposition n'est pas uniquement Moscou et Saint-Pétersbourg. Souvent, il y a un petit peu un discours comme ça qui tend à dire que ce sont uniquement les privilégiés qui sont mécontents. C'est pas tout à fait juste quand même. Navalny a réussi à mettre dans les rues des gens dans toutes les villes de Russie, y compris dans les toutes petites villes. Et les grandes villes universitaires de Sibérie, etc. Voilà. D'accord. Et Navalny, là, il n'a pas dit son dernier mot. Attention, Navalny a été empêché de se présenter. Il a des vidéos sur sa chaîne YouTube qui dépassent plusieurs millions. Ah oui. De 4-5 millions de visionnages. Oui. Donc tout ça, ça va continuer. Et lui-même, donc on va attendre pour voir ce qu'il va faire, parce qu'il ne va pas créer un parti. Ça, c'est très important de voir ce que va faire Navalny. Bien. Et il avait été élu, pas élu, pardon, mais il avait obtenu 27% des voix au municipal à Moscou. Oui, c'est la raison d'ailleurs, sûrement pour laquelle le Kremlin a décidé de trouver un moyen de l'empêcher de se présenter au présidentiel. Parce que ce chiffre de 27%, il est énorme quand même. Il veut dire quelque chose. Et c'est suite à l'appel de Navalny que des jeunes de 17-18 ans, pour la première fois, et tous les observateurs les ont vus, et on a tous été leur parler, sont descendus dans la rue. Ils vont redescendre dans la rue. Bien, Anne Niva, Clémentine Fauconnier, merci beaucoup d'être venue.